Bonjour et bienvenue à tous dans ce live La Tribune avec vous dans des conditions un petit peu particulières puisque elles sont bien sûr liées au confinement et voilà, dans le cadre de cette crise sans précédent que nous traversons, La Tribune est engagée avec vous tous les jours, avec ses lecteurs, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité organiser ce live avec des acteurs économiques où il va être question de répondre bien sûr à un certain nombre de questions que se posent les entrepreneurs aujourd'hui face à la multitude de solutions, de mesures qui sont mises en place et d'autres qui sont testées. Donc, on va essayer d'être précis pendant ces 45 minutes que nous avons. Et tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui, nos partenaires, André Deljari, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Bonjour André. Bonjour. Grégory Blanvillain, président de la CPME Hérault. Bonjour Grégory, d'être avec nous. Bonjour à tous. Patrick Puel de l'UDP, qui est Hérault, qui représente la Confédération des bâtiments, des métiers du bâtiment, de l'alimentation, de l'artisanat des services et des professions libérales. Bonjour Patrick. Bonjour. Et enfin Samuel Hervé, qui est avec nous, MEDEF Hérault. Voilà, merci à vous quatre. Bonjour à tous. Et donc, quatre décideurs qui sont très engagés aujourd'hui aux côtés des entrepreneurs du département de l'Hérault. Alors, un petit avant-propos, je vais le faire avec André Deljari. André Deljari, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans l'Hérault depuis le début de ce confinement et quels sont finalement les secteurs qui sont le plus impactés? Tout d'abord, Jean-Claude, avant toute chose, une pensée importante pour le personnel soignant qui sans relâche lutte contre cette épidémie partout en France et pour sauver des vies. Sur le plan économique, évidemment, les mesures de confinement ont été un choc brutal pour toutes les entreprises car personne n'était préparé à cela. Les conséquences sont bien sûr très violentes. Je remercie aujourd'hui la Tribune de nous donner la parole afin de pouvoir préciser certaines modalités quant à certains dispositifs qui sont mis en place. Les chefs d'entreprise, les commerçants, les micro-entrepreneurs, les professions libérales, tous doivent savoir que l'on est là pour eux, mobilisés à 200%. Même si tous les dispositifs mobilisés ne seront pas suffisants, et c'est certain, nous ne lâcherons pas. Nous nous battrons à leur côté aussi longtemps que nécessaire. Alors André, pour revenir à ma question sur l'impact dans l'Hérault aujourd'hui, un chiffre ou peut-être quelques chiffres pour nous donner un peu l'importance finalement de la situation. Oui, dans cette crise majeure qui touche tous les secteurs, c'est un effet de cascade, restauration, tourisme, commerce, industrie, tous sont impactés. Environ 30% des entreprises héraultaises sont encore en activité, soit de l'ordre de 23 000 entreprises sur les 76 000 entreprises que compte le département. Les autres sont totalement à l'arrêt ou en mode dégradé. Pour rappel, sur notre économie départementale est composée de 95% d'entreprises de moins de 10 salariés, 47% qu'on retrouve dans les services, ce qui correspond à 36 établissements, et ça correspond aussi à 83 000 salariés. 37% dans les commerces, 23 000 établissements et 67 000 salariés. 8% dans l'industrie, soit 6 000 établissements et c'est 23 000 salariés. Et 8% au niveau de la construction, soit 6 000 établissements pour 15 000 salariés. Vous voyez comment la totalité des secteurs sont impactés, puisque là, nous sommes sur des chiffres chambre de commerce. Il y a aussi la chambre des métiers avec qui nous travaillons et la chambre d'agriculture, puisque le département de l'Hérault, en tout, correspond à plus de 110 000 entreprises. Très bien. Dans les secteurs où on retrouve des impacts très importants, Jean-Claude, on retrouve bien sûr le tourisme, avec cafés, restaurants, les campings, discothèques, je salue le président aussi Jacques Mestre que nous avons au niveau président de l'UMI. Ceci représente 1,7 milliard de chiffre d'affaires et 45 000 emplois. Aujourd'hui, ce secteur est complètement à l'arrêt. Pour le commerce, plus de 20 000 commerces non alimentaires fermés, soit une perte moyenne de 150 millions d'euros sur les 15 jours qui se sont écoulés. Environ 4 000 commerces alimentaires restent ouverts, mais une fréquentation en baisse
pour les petits commerces, les boulangers de petite taille et la pâtisserie, je laisserai le président de l'U2P, mon ami Patrick, en parler mieux que Alors, moi. on le Et voit. j'espère, je voudrais juste terminer là-dessus, et j'espère que les marchés vont trouver une solution, bien entendu, en respectant les règles de sécurité, les règles sanitaires, mais que les marchés vont enfin trouver une solution. Et je salue leur président, Jean-Pierre Touchant, qui œuvre en ce sens avec le maire de Montpellier. Merci André. Juste une précision sur ce point et après on va passer au reste des questions. Par exemple, est-ce qu'il y a un secteur comme l'industrie qui s'en sort un peu mieux que les autres? Non, au niveau de l'industrie, là aussi, et nous étions avec le président Thierry Ducrot, c'est la même chose parce que on peut réouvrir certes certains chantiers, mais la problématique c'est que les pièces ne sont pas là puisqu'elles viennent souvent ou de l'étranger où elles ne sont pas fabriquées, dont l'industrie est aussi à l'arrêt et c'est dommageable évidemment pour notre territoire. Il y a aussi les mesures barrières où on arrive maintenant poste par poste à mettre certaines règles. On est en train d'établir des fiches de travail pour essayer aussi d'avancer à réouvrir certains chantiers dans la mesure où on pourra le faire. Merci André. Alors, vous avez souhaité faire front commun, vous tous, avec une cellule d'appui qui a été mise en place. Un mot pour dire ce qu'est cette cellule d'appui et comment ça fonctionne. Elle s'adresse à qui? Elle propose quoi, André Deljari? Oui, donc nous, dès le 11 mars, avec Grégory Blanc-Villain, CPME, avec Samuel Hervé, au niveau du MEDEF, avec Patrick Puel au niveau de l'U2P, et avec, bien sûr, je l'ai dit au départ, avec la Chambre des métiers, avec la Chambre d'agriculture, et aussi, on a mis cette cellule d'appui. Donc, je rappelle que Bruno Le Maire, le ministre, a appelé que l'accueil était, le circuit était par le premier interlocuteur était les CCI. Donc, on a ouvert un site qui est covid19@hero.cci.fr. Donc, je demande à tous les internautes de bien sûr d'envoyer leurs questions et même après, au-delà, parce que on répond en permanence. On a 60 personnes à la CCI de l'Hérault qui sont mobilisées. On a conseillé plus de 22 000 entreprises et accompagnées à ce jour. Donc, on est vraiment dans un état d'urgence. Je rappelle qu'avec monsieur le préfet de l'Hérault, avec Jacques Vitowski, on a une cellule qui se réunit 2 fois par semaine, bien sûr, par téléconférence, où on y retrouve collectivités, syndicats patronaux, syndicats de branche, Banque de France, les consulaires, bien sûr, la DGFiP et bien d'autres pour coordonner, bien entendu, la totalité de nos actions. Le réflexe, c'est donc de contacter notre cellule par tout moyen pour toute question que vous posez. Alors, justement, vous n'êtes pas seul puisque vous avez autour de vous les acteurs qui sont réunis aujourd'hui. Donc, justement, ces infos utiles, Grégory Blanc-Villain, Samuel Hervé, Patrick Puel, comment on les retrouve aussi dans vos organismes? Alors, toutes les informations, André l'a dit, hein, on a tous des sites qui sont dédiés à ça. Ce qu'il faut surtout noter, Jean-Claude, c'est qu'on n'a jamais eu, je pense, une telle fédération de tous les acteurs économiques avec les services de l'État. Et ça, André l'a dit, on a tous les 2-3 jours une réunion avec le préfet, avec tous les organismes d'État. On n'a jamais été aussi proche de la Directe, de l'URSSAF, de la Banque de France, de la Fédération des banques, de tous ces organismes. Et même avec tous les syndicats, je crois qu'on fait un travail collaboratif qui est important pour sauver l'économie. Le message à faire passer, c'est surtout de ne pas rester isolé et se lamenter dans son coin. On arrive jusqu'à maintenant à peu près à traiter tous les cas au cas par cas. Donc, il faut vraiment pas hésiter à pousser la porte, que ce soit de la CCI, de la CPME, du MEDEF, de l'U2P ou des organismes d'État. Merci Grégory. Patrick Puel, est-ce que cette écoute, justement, vous la ressentez à votre niveau également, à l'U2P? Oui, comme disait Grégory, on est vraiment tous mobilisés avec les services de l'État. Nous, on a beaucoup d'appels de la base qui se tournent vers nos organisations professionnelles. Et j'encourage tout le monde à nous contacter. On peut au cas par cas, comme vient de le dire Grégory. Et on a aussi, il faut le dire, un très bon retour du gouvernement. Moi, je tiens à saluer l'action du gouvernement qui a agi massivement dès le départ et qui a tenu compte des remarques des organisations professionnelles, qui adapte le dispositif au jour le jour. Et encore hier,
Donc, il y a vraiment un gros travail qui est fait. Je crois que tout le monde a conscience que la situation économique va être ici, mais on essaie d'anticiper les problèmes. On n'hésite pas. D'accord, merci. Samuel Hervé. Oui, je crois qu'il est important de signaler que ce front commun, il est essentiel parce que André Delgerie l'a souligné, nous avons tellement d'entreprises différentes et de petites entreprises qu'il faut s'assurer que la plus petite information aille jusqu'à la capillarité la plus fine du tissu économique. Et en relayant les messages de la SSCI, en relayant nos propres messages, on s'assure que l'information passe. Et comme le disait Patrick Puel, l'information change quasiment tous les jours. On est dans des décrets et des ordonnances paraissent tous les jours. Il nous appartient à nous d'être en relation avec les services de l'État et de faire passer l'information au plus près des décisions des chefs d'entreprise. Est-ce que je dois mettre en télétravail? Est-ce que je dois mobiliser crédit? Enfin, on va parler de tous ces sujets-là, mais c'est à nous qu'il appartient effectivement de faire passer l'information. Et là, on a un front commun. Et moi, je salue à la fois les consulaires et les organisations patronales pour ce qu'on a pu faire ensemble. Et merci à la Tribune de nous donner cette parole commune. Alors justement, Samuel, vous l'évoquiez, l'équation terrible aujourd'hui qui se pose à tous les entrepreneurs, c'est comment résoudre mon problème de trésorerie, puisque effectivement, André le disait, perte d'activité partielle ou totale pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Donc, effectivement, le hiatus qui revient le plus, c'est le problème de trésorerie. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place justement par l'État, appuyées par d'autres collectivités ou bien par des pays notamment. Alors, tout d'abord, une première question qui revient beaucoup, c'est le report des échéances fiscales et sociales. Et on voit ça avec vous, André Delgerie. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour reporter ces charges-là? Alors, tout d'abord, je rappelle qu'il y a un réel enjeu pour la totalité des entreprises. Tous, autant que nous sommes, on mobilise et je rappelle aussi qu'en temps réel, tout le monde peut aller sur le www.hero.cci.fr pour voir les modalités. Samuel Hervé le disait, ça bouge tous les jours. Donc, il faut impérativement se tenir au courant tout le temps. À date, oui. À date, on en est où sur ce point-là, André? Voilà. Alors, d'abord, moi, je vais donner un conseil aux chefs d'entreprise, ne pas assécher vos trésoreries. Ne pas assécher vos trésoreries. Il faut privilégier, bien entendu, les reports de charges sociales. Le son, apparemment, André. Sont près de 6 mois. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Ça permet de redonner de la trésorerie à la totalité des entreprises. Tout en prenant garde quand même, et on l'a vu avec M. Barrault au niveau de la DGFiP, de payer sa TVA et bien sûr de payer aussi le prélèvement à la source parce qu'il est dû. Voilà. Donc, on parle les reports que l'on peut faire, c'est les charges sociales et fiscales. Il est même remboursé pour certains ceux qui avaient été payés. Et M. Barrault nous disait il y a plus de 38 millions d'euros qui ont été remboursés aux entreprises. Donc là, il faut bien faire attention de ne pas mélanger les choses. La TVA ainsi que le prélèvement à la source est dû. Pour le reste, on peut tout reporter. Et d'ailleurs, il y aura des dispositifs qui seront donnés tout à l'heure, que ce soit par Sam, Greg ou Patrick, qui seront donnés. Alors qu'il s'agisse des travailleurs indépendants ou des micro-entreprises ou d'ailleurs des professions libérales, vous pouvez reporter tout ou partie de vos cotisations salariales et patronales. Pour les entreprises, le paiement pourra être reporté jusqu'à 3 mois et vous n'aurez aucune pénalité. Vous pouvez également moduler le paiement et saisir le montant à 0. Mais impératif de déclarer et transmettre la DSN avant le 6 avril, date très importante. Si vous réglez vos cotisations hors DSN par virement, vous pouvez ne pas effectuer le virement, comme ça au moins il n'est pas dû. Pour les travailleurs indépendants et professions libérales, l'échéance mensuelle du 20 mars n'a normalement pas été prélevée. Si ça a été le cas, ne pas hésiter à nous saisir. Si c'est le cas, vous pouvez demander le remboursement. Celle du 5 avril ne sera pas prélevée non plus et lissée sur les échéances ultérieures de mai à décembre. Pour les micro-entrepreneurs, vous pouvez également déclarer vos échéances en enregistrant sur votre déclaration 0. Il vous suffit de vous connecter sur les sites de l'URSSAF et de la Sécurité sociale des indépendants. André,
Si vous permettez, André, peut-être on va peut-être dire qu'il y a effectivement un certain nombre de choses. On ne peut pas rentrer forcément dans le détail comme ça partout, parce que sinon, on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets. Donc, ce que je propose là, c'est peut-être de dire aux internautes qui nous suivent que, évidemment, sur votre site, il y a toutes ces réponses au cas par cas. Et puis, il y a une grosse cellule au sein de la Chambre de commerce aujourd'hui qui est mobilisée. Je crois que vous avez 60 collaborateurs qui sont là pour enseigner. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut avancer maintenant sur 2 points aussi qui sont très importants, 2 mesures phares, que sont le fonds de solidarité mis en place par l'État et puis le prêt garanti justement par l'État, le PGE. Peut-être d'abord Grégory et Patrick pour venir avec vous sur le fonds de solidarité mis en place. Donc, qu'est-ce que c'est ce fonds et qui y a droit? Expérience, Patrick Puel? Oui. Donc le fonds de solidarité a été mis en place dès le départ par le gouvernement pour venir en aide aux entreprises qui étaient fermées, d'abord. Et il a été petit à petit étendu à la demande des organisations professionnelles et des consulaires à toutes les entreprises qui sont impactées, qui ont perdu 70% de chiffre d'affaires. Depuis une précision, par contre, il faut être dans le cadre d'une entreprise de moins de 10 salariés, n'est-ce pas? Voilà, entreprise de moins de 10 salariés et de moins de 1 million de… Moins de 1 million de chiffre d'affaires et moins de 60 000 euros de bénéfices. De bénéfices, voilà. On a demandé à ce que le seuil des 70% soit abaissé. Il l'a été hier. Monsieur le maire a annoncé, il est à 50% avec effet rétroactif sur le mois de mars. Donc, ce qui paraissait logique, puisque effectivement, il paraissait logique, et ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure, le gouvernement écoute les remontées du terrain. Alors, on parle d'une mesure qui amène 1 500 euros et qui peut être par mois, et qui peut être complétée, Grégory, aussi par une aide de la région, ici, de 2 000 euros, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Les 1 500 euros, effectivement, c'est pas un montant forfaitaire, c'est le montant de la perte de chiffre d'affaires. Donc, un auto-entrepreneur, par exemple, qui a droit, ne perdrait que 400 euros de chiffre d'affaires entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020. Lui, il touchera que cette différence-là, donc c'est pas 1 500 euros pour tout le monde. Et puis, la région, elle, avait dès le départ dit qu'elle prenait les baisses de chiffre d'affaires de 40 à 70%. Hier, le ministre Bruno Le Maire a descendu le seuil à 50% de perte de chiffre d'affaires. Donc, aujourd'hui, même quelqu'un qui a moins de 40% de perte de chiffre d'affaires, de 40 à 50, pourra postuler à la région pour avoir cette aide. Le fonds de 2 000 euros, il est encore un peu plus complexe. C'est vraiment pour des entreprises qui ne peuvent pas répondre à leurs obligations, à leurs dettes dans les 30 jours et qui, en plus, se seraient vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque. Donc, c'est pour rentrer dans les critères, mais c'est une aide supplémentaire vraiment pour des entreprises qui sont en grande difficulté. Voilà. Alors, pour le prêt garanti par l'État, on reste avec vous. Juste, Jean-Claude, si je peux me permettre, pour compléter ce que dit Greg, j'ai saisi le président de la métropole, Philippe Sorel, pour aussi regarder les modalités, puisque là, il y a des dispositifs État et un dispositif région, pour avoir aussi un dispositif au niveau métropole, ainsi qu'un courrier est parti à toutes les communautés de communes et agglomérations pour regarder des dispositifs qui peuvent être mis en place par la totalité de ces collectivités, ce qui va être le cas. Donc là, j'ai saisi Philippe Sorel avec un courrier sur des dispositifs, notamment avec la CFE et puis d'autres positions que nous avons prises là en concertation avec les syndicats pour essayer de voir les modalités qui peuvent être mises en place, donc avec la totalité des collectivités. Et c'est très important. On l'a vu sur Castelnau. Castelnau mobilise 2,5 millions pour la totalité de ses commerces pour leur venir en aide par rapport à la perte de chiffre d'affaires. Merci André. Pour compléter Jean-Claude là-dessus, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, le critère de perte de chiffre d'affaires n'est pas un critère pour ceux qui ont fermé leur activité par arrêté. Eux, ils n'ont pas de perte de chiffre d'affaires à prouver. Par contre, on va quand même leur demander leur perte puisqu'il y a ce montant à définir. Est-ce qu'ils vont toucher 1 500 euros ou moins? Voilà, mais ça les concerne pas. Alors, il y a aussi une autre aide importante, c'est le prêt garanti par l'État, l'État via la BPI, bien sûr. Ce dispositif, alors on essaye de faire court, Grégory, désolé parce qu'on est pris par le temps. C'est quoi le PGE? Ça s'adresse à qui? Tout le monde y a droit? Je vais essayer alors de faire très court. Presque toutes les entreprises y ont le droit. Il y a juste les SCI qui sortent de ce dispositif et les établissements de crédit. Donc, sinon, toutes les autres formes d'entreprises y ont droit. C'est aujourd'hui la solution pour passer le cap pour tout le monde. Il y a 300 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par le gouvernement
pour garantir tous les prêts. C'est-à-dire que vous pouvez tous contacter votre conseiller bancaire pour demander ce prêt. C'est l'État qui garantit à 90%. Les 10% restants, normalement, c'est à la charge de la banque. On peut en aucun cas vous demander à vous une garantie personnelle pour ça. Et vous avez le droit jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires 2019. Ceux qui ont commencé après, c'est un calcul de moyenne par mois de chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment la solution aujourd'hui. En gros, il faut préparer un prévisionnel de trésorerie, vos charges fixes. Là aussi, si on vous en demande un peu trop, et notamment un bilan prévisionnel, il ne faut pas hésiter à revenir vers les syndicats notamment, et on traitera au cas par cas avec les banques qui joueraient pas le jeu. Voilà. Pour faire très court. Alors, merci Grégory. Il y a d'autres mesures qui concernent tout un tas de factures, Patrick Puel, le EDF, gaz, l'eau, le loyer. Donc, bien sûr, on parle de report là, c'est ça? Voilà, donc droit. Ça concerne les petites entreprises éligibles au fonds de solidarité et c'est bien un report, ce n'est pas une suppression des factures, on devra les payer à un moment ou à un autre. Donc, il suffit de faire la demande, et on ne paie pas ces factures si on est en difficulté, c'est reporté sur les mois qui suivent. Donc, électricité, gaz, loyer. Merci. Samuel Hervé, il y a aussi des questions de report d'encours de crédit. Oui, tout à fait. André Delgeri l'a dit, l'enjeu, c'est la trésorerie. Il faut absolument ne pas assécher les trésoreries des entreprises. Et en conséquence, dans les dispositifs mis en place, il y a également la capacité pour les entreprises de reporter de 6 mois les encours de trésorerie que les uns et les autres peuvent avoir auprès des organismes bancaires. C'est un droit qui est aujourd'hui accordé aux entreprises. Les banques ne peuvent pas vous le refuser. Les conditions financières, en revanche, restent bien évidemment à négocier. Là aussi, tout comme l'indiquait Grégory Blanc-Villain, on sera vigilant, les syndicats, les consulaires, à ce qu'il n'y ait pas d'abus de la part des banques. Mais globalement, je pense qu'elles sont disposées à jouer le jeu pour que ces reports de crédit n'aient pas un coût rédhibitoire pour les entreprises dans les circonstances actuelles. Et ça donne surtout 6 mois de report de l'ensemble des crédits des entreprises. Pour la trésorerie, c'est une priorité que de se saisir de ce report possible. Samuel, si tu me permets, oui. je rajouterai qu'avec la réunion que nous avons eue ensemble avec les banques, avec Francis Lafont, le président du comité des banques, on a mis en place, c'est unique puisque c'est dans l'Hérault que ça se passe, nous avons un interlocuteur Covid-19 pour chaque banque, c'est-à-dire chaque personne qui aurait une vraie problématique au niveau de son entreprise peut nous saisir ou par son syndicat CPME, MEDEF ou par l'UDP ou par la chambre de commerce et immédiatement nous rentrons en relation nous avec ce référent Covid-19 de chaque banque pour essayer de trouver la solution à ce chef d'entreprise. On le voit bien, Jean-Claude, sur ce sujet. La problématique, c'est la trésorerie. On voit bien que Carole Delga a mis un fonds, la présidente de région, pour de la trésorerie. On voit bien que le passage le plus difficile, le plus compliqué, va être la trésorerie. Et là, on le voit pour cette fin de mois, le paiement des salaires et le paiement des loyers. Bien entendu. Merci, André. Un autre point qui concerne les salariés, on parle de télétravail, on parle de chômage partiel. Samuel Hervé, quelles sont les conditions pour y avoir droit ? Alors, s'agissant du chômage partiel, il faut être très clair. Et là, Richard Ligier, qui est le directeur de la Directe dans l'Hérault, a été très explicite. Toutes les entreprises, aujourd'hui, sont potentiellement éligibles à ce qu'on appelle le chômage partiel, dont le véritable nom est l'activité partielle. Aujourd'hui, les mesures sont traitées de façon automatisée, c'est-à-dire que normalement la Directe a 48 heures pour répondre habituellement, et là avec l'afflux des demandes, c'est un traitement quasi automatique. La vraie problématique, et là j'imagine qu'on aura peut-être des questions sur le sujet, c'est qu'on a beaucoup de mal à avoir les codes, la plateforme. Ce n'est pas la Directe, ce n'est pas l'État, c'est une agence spécifique qui s'appelle l'agence ASP, sur laquelle on va déposer son dossier. Aujourd'hui, les tuyaux n'avaient pas été prévus pour un tel afflux de demandes. À partir du 1er avril, aujourd'hui, on nous a promis que les tuyaux allaient être élargis. Donc, normalement, tout ça va mieux fonctionner. On va pouvoir déposer son dossier, avoir son numéro d'habilitation. Et normalement, on a une acceptation quasi automatique. Ce qui relèverait du refus serait de toute façon examiné au cas par cas par le directeur de la Directe. Et je pense qu'on en serait informé au niveau de la CCI ou des syndicats. Et on aurait capacité à pouvoir regarder le dossier en détail. En tout cas, faisons juste fi de ce fake news qui dit non, moi je suis pas éligible, je suis éligible, etc. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont potentiellement éligibles à partir du moment, bien évidemment, où ils justifient
d'une baisse conjoncturelle d'activité, ce qui globalement est le cas pour un grand nombre d'entreprises. Voilà. Il faut faire attention à certains abus, on y sera tout aussi vigilant. Alors, on assiste, Samuel. Justement, je voudrais juste compléter ce que vient de dire Sam sur les abus. On en appelle vraiment à la responsabilité de tous les chefs d'entreprise. À partir du moment où vous demandez à vos salariés de travailler en télétravail, par exemple à temps plein, vous ne pouvez pas avoir du chômage partiel. Vous pouvez demander du chômage partiel pour 50% de leur temps et demander 50% à vos salariés de travailler, mais il ne faut pas cumuler les deux. Il ne faut pas profiter de cette aide de l'État par rapport à ça. On en appelle vraiment à la responsabilité des chefs d'entreprise là-dessus. Bien entendu, on assiste, on l'a vu, hein, un assouplissement des règles de travail, justement, concernant les congés payés ou les jours de repos, le temps de travail. Est-ce qu'on peut en dire un mot, Samuel, sur ces… Oui, alors… Arrive et justement, Grégory parlait de ne pas abuser, mais globalement, ça va quand même aider beaucoup les entrepreneurs dans cette période. Oui, le premier pan de ce qu'on a évoqué, c'était la trésorerie. Le deuxième sujet, ce sont les charges incompressibles. Et les charges incompressibles qui pèsent sur une entreprise relèvent souvent effectivement de la masse salariale. Comment pouvoir l'alléger dans les circonstances actuelles? C'est le recours à l'activité partielle. Il y a aussi d'autres dispositifs parce que le recours à l'activité partielle peut pénaliser en partie les salariés puisqu'ils sont indemnisés qu'à hauteur de 84% de leur net. Je rappelle toutefois que depuis hier, les entreprises qui décideraient de compléter les 16% manquants peuvent le faire dans des conditions de cotisation patronale et de fiscalité plutôt favorables. Donc, j'allais dire pour les entreprises qui le peuvent, pour ne pas pénaliser les salariés, faites-le. Après, dans les contingences de trésorerie qui sont les leurs actuellement. Pour revenir à l'assouplissement des règles de congés payés, effectivement, on peut désormais mettre en place l'application de 6 jours de congés payés au sein des entreprises appliquées aux collaborateurs. Bien évidemment, ça doit passer par le dialogue social, c'est-à-dire qu'il faut un accord d'entreprise entre l'entreprise et ce qu'on appelle le CSE, la représentation des personnels, pour mettre en place ce dispositif. Pour les entreprises qui auraient moins de 11 salariés et qui n'ont pas de représentation des salariés, là, on passe par une voie référendaire, donc un référendum aux 2/3 des salariés. Mais c'est possible dans toutes les entreprises. Je précise également qu'il y a quelques assouplissements qui ont été mis en place, mais on attend les décrets pour les secteurs d'activité qui seront éligibles sur la durée du temps de travail, l'amplitude horaire et les temps de repos, puisque certains secteurs d'activité, pour le coup, sont en pleine activité, la distribution, voilà, et doivent pouvoir faire appel à des dispositifs d'assouplissement du fonctionnement. Donc, vraisemblablement, la distribution sera éligible, mais on attend d'autres secteurs d'activité parce que c'est un enjeu pour les entreprises de pouvoir répondre à la demande pour celles qui sont encore actives. Merci Samuel Hervé. Alors, vous le savez, on a un principe de live, donc il y a beaucoup de questions qui sont arrivées sur la plateforme de la Tribune, sur nos réseaux sociaux, auprès de vos adhérents, messieurs. Donc, on en a sélectionné déjà un certain nombre, et puis il y en a d'autres qui arrivent. Il y a beaucoup de questions. Bien sûr, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais encore une fois, comme vous le disiez, messieurs, on pourra retrouver de toute façon et vous appeler vos services pour avoir des réponses. Alors, la première question, je vais la poser à Patrick Puel. Elle concerne les entreprises du BTP. On évoquait justement le chômage partiel. Et donc une entreprise de BTP qui demande si elle a droit à ce chômage partiel. Oui, alors absolument, le secteur du bâtiment est très impacté. J'ai les chiffres de la CAPEB ce matin, ils ont 85% de leurs entreprises qui sont à l'arrêt. Ils ont la possibilité de travailler, mais actuellement, ils attendent toujours la note, le décret de l'OP BTP et du ministère pour mettre en place les conditions de la reprise avec des équipements de protection. Et ils ont un autre souci, c'est l'accès au chantier qui leur est souvent refusé par leurs clients. Donc, moi, ce qu'on leur conseille, c'est de faire appel au dispositif de chômage partiel et surtout d'essayer d'avoir des justificatifs de leurs clients qui prouvent bien qu'ils n'ont pas pu travailler. Et avec ça, tout devrait bien se passer. Et on espère une reprise progressive à partir de la semaine prochaine, parce qu'il y avait aussi des soucis d'approvisionnement auprès des fournisseurs qui étaient fermés et qui avaient des problèmes de protection aussi. Je suis assimilé salarié, à quoi ai-je droit? Grégory Blanc-Villain, par exemple, peut-il répondre à cette question? Alors, c'est une question qu'on a beaucoup. J'ai envie de dire presque à rien au départ, en tout cas en direct. Par contre, en tant que président de SAS ou gérant d'une SARL ou co-gérant, vous avez le droit à ce fonds de solidarité si vous remplissez les critères, mais sachant que cette somme rentre dans la société. Ce n'est en aucun cas une rémunération personnelle pour cette personne-là.
Très bien. J'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires en mars. Suis-je éligible au fonds de solidarité? Je crois qu'on y a répondu, Grégory, mais voilà. Depuis hier et le tweet de Bruno Le Maire, effectivement, maintenant, ce sera 50%. Et quand bien même la présidente de région, Carole Delga, prenait cette compensation de 40 à 50, toujours à condition de remplir tous les autres critères. Alors, toutes les entreprises qui ont fait la demande, on parlait de ces fameux 1 500 €, est-ce qu'elles y auront droit? Donc, c'est un internaute qui pose la question, est-ce qu'il y aura… On y a déjà répondu là aussi, hein, c'est 1 500 à condition d'avoir cette perte de 1 500. Si vous avez une baisse de chiffre d'affaires de moins pour un auto-entrepreneur, par exemple, ou une entreprise individuelle, vous toucherez que la différence. Alors, je n'ai pas de trésorerie, comment vais-je pouvoir payer mes salariés? On a peut-être aussi la question pour élargir sur les fournisseurs dont on n'a pas parlé. Donc, peut-être qui veut répondre à cette question? Samuel Hervé, par exemple. Oui, alors pour payer les salariés, je reprends une idée, là, je laisserai peut-être André la préciser parce que c'est une idée qu'il a eue, de voir avec les banques pour mobiliser en fait une sorte de créance qu'on a sur la fameuse agence ASP qui paye l'activité partielle pour pouvoir les mobiliser auprès des banques et que les banques puissent régler les salariés, régler les salaires pour les entreprises qui n'auraient pas la trésorerie. Voilà, le dispositif se met en place. J'espère qu'il a pu fonctionner pour certains. On appelle tous ceux qui ne se seraient pas saisis de cette chose-là à le faire auprès de leur banque. S'agissant du crédit interentreprise, là aussi très important, et André l'a dit, il ne faut pas assécher la trésorerie, mais il ne faut pas assécher l'économie au sens large. Il faut qu'il y ait un mécanisme de solidarité entre les entreprises qui ont de la trésorerie et celles qui n'en ont pas, qui s'activent. Parce que, juste pour rappel, le crédit interentreprise en France, c'est 700 milliards d'euros, c'est 30% du PIB. Aujourd'hui, on parle de mesures qui vont prendre 1, 2, 3 points de PIB. Si c'est le crédit interentreprise qui s'assèche, c'est la fin de notre économie. Donc, on porte tous une responsabilité à assurer auprès de nos fournisseurs, mais aussi à demander à nos clients de respecter les délais de paiement habituels. On ne fait pas de la trésorerie sur le dos de ses clients, sur le dos de ses fournisseurs. On a des banquiers aujourd'hui qui doivent pouvoir jouer le jeu pour le faire. Donc surtout, là aussi, soyez responsables et soyez solidaires. Une question pour juste pour préciser au niveau des banques, et ça revient un petit peu à la réunion qu'on a eue ensemble avec les syndicats sur la réunion avec la totalité des banques, avec Francis Lafont et avec le directeur de la Banque de France, Pascal Tachon, sur lequel on demande aux banquiers, puisque c'est chaque entreprise a un banquier, le banquier paie les salaires, on demande aux banquiers d'avancer la somme des salaires de N-1. Et bien entendu, dès que la personne recevra le partiel, évidemment, elle remboursera son banquier avec la somme reçue de l'État. Donc, c'est un jeu de vase communicant qui peut paraître assez simple, mais qu'il faut mettre en place, et c'est ce que nous avons demandé aux banquiers. Alors, justement, André, puisque vous aviez la parole, on va vous la laisser. Pendant cette période, est-ce qu'à la CCI, il y a un service, me demande-t-on, qui continue à traiter les formalités? Bien sûr. Les formalités sont un impact direct pour la poursuite des activités des entreprises. Donc, qu'il s'agisse des formalités CFE, immatriculation, carte professionnelle, ou les formalités aussi internationales et les certifications et les signatures électroniques, nous n'accueillons pas de public, évidemment, mais nous avons des boîtes aux lettres sur chaque site. Il suffit de mettre dans la boîte aux lettres la totalité de vos dossiers et ils sont traités, puisque je rappelle que nous avons 60 personnes en télétravail qui permettent de continuer l'activité de la Chambre de commerce de l'Hérault. Alors, une question. Peut-être, pardon, Jean-Claude, de préciser malgré tout que si la CCI continue son activité, le tribunal de commerce aujourd'hui est à l'arrêt et donc le greffe qui peut fournir les cabis. Voilà, dans le cadre d'une immatriculation, je veux dire, si ça bloque, c'est pas du côté de la Chambre, c'est pas une décision d'ailleurs du tribunal de commerce de Montpellier, c'est une décision nationale. On espère là-dessus d'ailleurs un peu de modification parce que on a besoin du tribunal de commerce dans cette période. Voilà. Alors, une question qui me semble très intéressante, toutes le sont bien entendu, mais c'est une question d'assurance. Effectivement, on a entendu des personnes se dire, mais est-ce que demain il va y avoir un état de catastrophe sanitaire finalement qui va être décrété? Donc je sais que vous travaillez, messieurs, ce sujet. Qui veut aborder cette question? Déjà, c'est nous qui avons posé la question, puisque c'est Samuel Hervé et Grégory Blainvillain qui en avaient été à l'origine. Donc, on a mobilisé un petit peu tout le monde.
on avait fait un appel à signature à la totalité des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on voit qu'un fonds de solidarité de 200 millions d'euros a été mis en place par les assurances. Je pense que ça commence, mais c'est encore un peu loin du compte. Donc, vous savez, si jamais on était déclaré en catastrophe naturelle, c'est un décret qui doit paraître au niveau du gouvernement. Et à ce moment-là, les choses pourraient être mises en place. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Nous, on va essayer avec Samuel Hervé, avec Patrick Puel, avec aussi les autres chambres de commerce, chambre d'agriculture, chambre des métiers, que ce soit avec Jérôme Despé ou que ce soit avec Christian Poujol et bien sûr avec Grégory Blanc-Vilain, de monter une réunion avec les assureurs pour voir si sur le territoire de l'Hérault, on ne pourrait pas aller un petit peu plus loin. Très bien. Alors, une question qui concerne les salariés. Puis-je imposer des congés payés à mes salariés pendant le confinement, Samuel? Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure. On ne peut pas l'imposer, sauf si un accord a été mis en place entre l'entreprise et les représentants du personnel. À défaut de représentants du personnel, je l'ai dit, c'est par voie référendaire. Et ces congés payés sont limités à 6 jours de congés payés jusqu'au 31 mai. Voilà. En revanche, pour les entreprises qui auraient des RTT ou des comptes épargne-temps, là, il revient au chef d'entreprise, par un pouvoir discrétionnaire, d'appliquer ou pas le recours à ces RTT ou à ce compte épargne-temps. Mais en tout cas, on ne peut pas imposer des congés payés. En revanche, c'est le cas, moi, dans mon entreprise, et j'imagine dans un certain nombre d'autres, il faut par solidarité que ceux qui avaient posé des congés payés, même si ce mois d'avril n'est peut-être pas le moment idéal pour en poser, il faut les maintenir. C'est aussi un moment de solidarité parce que les entreprises ont besoin que tout le monde joue le jeu. Très bien. Patrick Puel, une question qui concerne le télétravail et le chômage partiel. Peut-on combiner les deux procédés? Alors, je pense que oui, on peut le combiner, mais attention, on va nous demander des justificatifs. Donc, je pense qu'il faut être très prudent sur ce sujet. Donc, prudence. Prudence, pas d'abus, et ça, à mon avis, ça va être très surveillé par les services de l'État. On imagine. Alors, puisque je vous ai, comment peut-on maintenir l'activité dans les commerces? Exemple, les boulangeries. C'est vrai qu'on a tout un tas de commerces qui nous sont bien utiles dans cette période, mais comment maintenir cette activité pour eux? Alors, sur le côté alimentaire, je crois que tout le monde joue le jeu, que ce soit la grande distribution, les marchés jusqu'à maintenant et le petit commerce de proximité. Les boulangeries ont un problème avec la pâtisserie. Ils ont presque tous arrêté leur activité en pâtisserie. Et donc, ils ont mis leur personnel en chômage partiel. Moi, j'encourage tout le monde à travailler quand on peut le faire. Et je crois que la majorité des entreprises le font. Et n'hésitez pas à utiliser tous les dispositifs pour préserver l'emploi dans vos entreprises. Alors, j'ai deux autres questions qui… Un complément à ce que dit Patrick, on a édité une charte pour les commerces alimentaires, grande distribution, pour justement que les mesures barrières puissent être respectées. Je rappelle qu'il y aura des contrôles par les services de la préfecture et nous avons à disposition ce document. On a essayé de le faire passer au maximum des gens qui ont de l'alimentaire. Mais s'il y a des gens qui souhaitaient avoir ce document, nous sommes à disposition, bien entendu, pour le fournir. Comme nous avons mis en place aussi, avec la gendarmerie et la police, la charte sécurité des commerces fermés. Pendant que les commerces sont fermés, il y a des rondes qui sont effectuées sur certains commerces à leur demande pour que les choses puissent être sécurisées aussi sur tout le territoire de l'Hérault. Merci André. Jean-Claude, là-dessus, il y a beaucoup de guides qui ont été édités de la part des syndicats, de la part de l'État. Je sais qu'hier, j'en ai reçu de la part de l'EPALS, les médecins du travail. Donc, c'est à disposition, on les met tous sur nos sites, mais chaque entrepreneur peut nous interroger pour savoir s'il existe un petit guide des bonnes pratiques pour sécuriser le travail de ses salariés. Voilà, il y a énormément de guides qui ont été faits. Très bien. Je n'arrive pas à savoir qui contacter pour demander l'aide régionale dont nous parlions tout à l'heure, car j'y suis éligible. Donc, alors là, ça pour l'aide régionale, de toute façon, pardon André, mais c'est à partir du 10 avril déjà. Donc voilà. Et puis sur l'instruction du dossier, ce sera les services de la région qui instruiront via un portail, et ce sera la DRFIP, la Direction régionale des finances publiques, qui versera potentiellement l'aide. Voilà. Mais pour l'instant, il faut attendre le 10 avril. La région est en train d'appeler chaque président de chambre au niveau de l'Occitanie pour justement expliquer les modalités à partir du 10 avril. Donc, déjà,
moi, je conseille aux personnes de regarder avec leur banquier pour les avances de trésorerie, pour les salaires, pour pas assécher leur trésorerie, les reports au niveau des prêts. Ensuite, il y a les 1 500 € concernant l'État. Déjà, de s'occuper par tranche de certaines choses. À partir du 10 avril, on mettra en ligne le dispositif que met en place la région avec Carole Delga pour que justement, ce soit la deuxième chose qui puisse être mise en place par la totalité des chefs d'entreprise sur le département de l'Hérault. On a évoqué aussi ce fameux prêt bancaire de trésorerie. Comment se met en place la garantie de l'État? Qui veut répondre à la question? Greg. Allez, Grégory. Oui, alors la première démarche, c'est d'abord d'étudier la situation avec son conseiller bancaire ou d'aller voir ses conseillers. Et une fois que vous avez fait ça, effectivement, après, c'est sur le site de la BPI directement. Là aussi, il y a une petite manip avec un code que vous recevez pour mettre en place cette garantie. Mais à partir du moment où vous avez l'accord de votre banque, il n'y a aucun problème. C'est presque automatique pour aller sur le site de la BPI. Très bien. Alors, il y a aussi une question qui est intéressante. Ces fameuses aides, ces droits dont on a parlé ce matin, est-ce que un entrepreneur me dit, je viens de créer mon entreprise en janvier, est-ce que j'y ai droit? Alors, oui, ça va me répondre. Qui répond? André? Il a un droit. Alors, chaque fois, est-ce qu'il a eu de l'activité ou pas depuis janvier? Parce qu'on a eu des cas où il y a des personnes qui nous ont dit on était au chômage, on voulait créer notre entreprise et on n'a pas encore démarré l'activité. Donc, cette personne-là, à ce moment-là, n'a pas de droit. Par contre, elle continue le système du chômage et là, le droit a été allongé. Concernant l'entreprise qui a été créée en janvier, là, évidemment, on va lui demander son prévisionnel puisqu'on n'aura pas de R-1 pour vérifier certaines de ces données. Donc, tout sera fait sur le prévisionnel. Et on a demandé aux experts comptables d'être réactifs pour essayer de donner tous les éléments maximum pour que les personnes puissent être éligibles à tous ces droits-là. Puisque une entreprise qui a démarré en janvier, et on le voit, nous, au niveau chambre de commerce, c'est pareil dans les syndicats, une entreprise, il faut l'accompagner pendant 3 ans. Donc, c'est pas là où il faut la laisser tomber. Donc, ces entreprises-là, dans la mesure où elles ont créé du chiffre d'affaires depuis janvier, bien entendu, elles ont droit au dispositif. Pour compléter, c'est effectivement les entreprises qui ont été créées avant le 1er février 2020 qui ont droit à cette aide. Très bien. Alors, une question très précise aussi. Bonjour, je suis gérante d'une agence de voyage qui est une SARL familiale. Ai-je droit de recevoir du fonds de solidarité les 1 500 € perte totale de chiffre d'affaires depuis le 1er mars? Et même négatif. La réponse est oui, puisque les agences de voyage ont été fermées par arrêté. Donc, il n'y a même pas à justifier d'une quelconque baisse de chiffre d'affaires. Très bien. Oui, je dis qu'à partir aussi du 10 avril, elle aura le droit au niveau du fonds de solidarité de la région aussi Occitanie. Donc voilà, il faut bien que les personnes suivent soit par l'intermédiaire des syndicats professionnels ou de branches ou par la chambre de commerce. Le site, je le rappelle et je le dis et je le martèle, le site, il évolue tous les jours. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller le plus possible parce que ça va très vite. Vous voyez les annonces de Bruno Le Maire, il y avait 70%, il est passé à 50%. Ça va très, très vite et parce que d'abord, cette crise n'était pas prévue, parce que ce n'est jamais arrivé et parce que les entreprises à l'arrêt comme cela, ça ne s'est jamais produit. Donc, on est obligé d'être réactif et d'être positif aussi et aussi penser à la reprise. Jean-Claude, il convient de préciser sans doute que les 1 500 €, c'est 1 500 € potentiellement par mois. Oui, pas one shot. Bien sûr, ça a été dit ainsi que l'aide de régionale, exactement. Alors, merci. André faisait presque une transition qui arrive maintenant. On n'a pas pu prendre toutes les questions, mais encore une fois, sur l'ensemble de vos sites et notamment du site de votre cellule, on pourra retrouver des réponses à toutes ces questions pour les entrepreneurs qui nous ont suivis. Et puis, il va falloir aussi, et ça c'est un autre volet de notre moment ensemble, se préparer à la reprise. En fait, il faudra bien un jour redémarrer, n'est-ce pas? Il faudra sortir de cette crise et ce jour-là, peut-être qu'il y aura des enseignements dont vous aurez vous-même tiré profit. Qu'est-ce que vous a finalement amené? Quelle est la réflexion qui vous anime aujourd'hui face à cette crise dans vos activités, dans l'activité des entrepreneurs que vous suivez ou plus globalement dans le monde économique? Alors d'abord, moi je dirais vivement la reprise au départ. Il y a eu un avant Covid-19, c'est-à-dire ça s'est passé avant le 15 mars.
Ensuite, il y a évidemment l'intérieur du Covid, c'est-à-dire que là, nous sommes à l'intérieur, et donc c'est toutes les réflexions et c'est toute la bataille que nous menons, nous, en tant que président, pour essayer de trouver des solutions les plus adaptées à chaque entreprise. Et évidemment, il y aura un après Covid 2019 parce que les choses doivent repartir et doivent être mises en place très rapidement. C'est pour ça que je disais que j'ai établi un courrier au président de la métropole avec des points très clairs pour la reprise. J'ai eu cette semaine au téléphone Carole Delga pour trouver des solutions. Elle sait que nous serons prêts. Rappelons-nous, l'après les Gilets jaunes, on a mis l'opération Kitties. Il va falloir trouver des opérations d'ampleur départementale pour toutes les entreprises pour veiller à ce que tout le monde reprenne et ce, le plus rapidement possible par des opérations diverses et variées. Les services aujourd'hui de la Chambre de commerce y travaillent. On travaille à des dispositifs pour l'après. Alors là, nous sommes à l'intérieur. Donc pour le moment, l'objectif, c'est les réponses cas par cas aux entreprises pour essayer de ne laisser personne au bord du chemin. Il faut essayer de trouver des solutions à toutes les entreprises. On ne les trouvera pas à toutes. On ne les trouvera pas à toutes. Je reçois des SMS où on me dit mais c'est pas suffisant, c'est vrai. Mais par contre, regardez aussi par rapport aux autres pays. Le chômage partiel, on n'y a pas droit partout, etc. Donc, je crois que les mesures qu'ont mis le gouvernement en place sont des bonnes mesures. On essaie, nous, au niveau des syndicats, au niveau des consulaires, de trouver des solutions les plus adaptées et on essaie de corriger les dispositifs d'État chaque fois qu'on le peut. Je peux vous dire qu'on aligne les députés, sénateurs, comme je l'ai dit, les communautés de communes, la métropole, les agglos. Il faut effectivement que tout le monde soit mobilisé. Et avec monsieur le préfet, je peux vous dire que sur les routes, c'est le cas. Alors, ce monde d'après dont je parlais, est-ce que Grégory, Samuel, Patrick, vous l'imaginez comment? Est-ce que effectivement, ça va vous amener à travailler différemment, à produire différemment? Est-ce qu'on peut peut-être, je sais pas, Grégory, je pense qu'effectivement, on commence à rentrer dans cette réflexion. Nous, on vient de mettre en place une cellule de réflexion du jour d'après, justement, à la CPME, mais je pense que tout le monde fait un peu la même chose. Cette période aura permis de faire comprendre beaucoup de choses à tout le monde, je pense, et j'espère. On en parlait juste avant, nous, en off, tous les 5, en se disant, tiens, finalement, c'est pas mal ce genre d'événement. Donc, je pense que tout le monde a pu aussi voir que c'était possible peut-être de mettre en place le télétravail, de travailler de façon un peu différente. Je pense qu'il y aura une prise de conscience sur la consommation et la production, et je pense que ce côté peut-être qui nous manquait un peu de protection territoriale, de se faire travailler beaucoup plus ensemble, de réfléchir à cette façon de consommer. J'ose espérer en tout cas qu'on va pouvoir le voir concrètement après. Et puis on le voit, hein, moi avec Samuel, on est aussi élu CCI, hein, à côté de notre casquette syndicale. Moi je m'occupe des réseaux économiques et tous les réseaux en ce moment nous envoient des messages en disant il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit comment on peut mieux travailler ensemble derrière. Donc j'ose espérer que tout ce qui est né dans cette difficulté, cette coalition, cette union qu'on a tous ensemble va permettre de faire de très belles choses après. Très bien. Patrick, est-ce que vous partagez ce sentiment? Patrick Huel, vous partagez ce sentiment? Oui, tout à fait. Moi, je souris doucement parce que, bon, nous, petits, sur le terrain tous les jours, on prône la proximité depuis longtemps, on prône la production locale, et là, on se rend compte qu'elle est indispensable. Actuellement, bon, c'est l'alimentaire qui est sur le front, et tout le monde se rend bien compte qu'on assure bon, je prêche pour ma paroisse et je suis boucher, donc, mais on assure la nourriture de la population. Il va falloir être solidaire avec les autres entreprises qui nous entourent. On se rend compte de l'utilité de son coiffeur, de son notaire, de son opticien, de la GMS qui est juste à côté. Bon, je vais exclure personne. Et je pense que là, comme tu le dis, Grégory, on prend conscience de la solidarité de nos sociétés, et on prend conscience aussi, je pense que le gouvernement aussi va prendre conscience de ce réseau qui s'est créé, qui est très réactif, et ça, je suis assez impressionné, je dois l'avouer, de la réactivité de nos autorités, de la proximité avec la préfecture, avec les services de l'État localement. Et je pense qu'il va sortir de l'enthousiasme de ça, qu'on va sortir peut-être plus fort et plus proche de cette crise. Du moins, je l'espère. On n'oubliera pas. Samuel, plus fort en sortant de cette crise?
Oui, il y a une chose particulière quand Geoffroy Roux de Bézieux a été élu il y a bientôt 2 ans, il a mis en place un comité de souveraineté économique. Parce qu'il mesurait à quel point la France et l'Europe avaient besoin de retrouver de la souveraineté sur un certain nombre d'économies. On en touche toutes les limites aujourd'hui. Donc, effectivement, ça n'a jamais été aussi visionnaire de mettre ça en place. Et à l'évidence, il va falloir qu'on se penche sur ces questions. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Patrick Puel. On mesure à quel point les services de l'État, le gouvernement, est à l'écoute du monde économique et même bienveillant. J'appelle à ce que la population française, à ce que les services de l'État maintiennent cette écoute, maintiennent cette bienveillance, parce que quand la crise sanitaire sera terminée, la crise économique va continuer encore quelques mois, pour certains quelques années, et il nous faut maintenir cette bienveillance des services de l'État. On sera vigilant à ce que ceux qui ont abusé du système ne soient pas défendus. Par contre, il y aura beaucoup d'entreprises qui auront besoin d'être écoutées, soutenues, et j'espère que ça continuera. Patrick l'a dit, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est créé. J'aimerais qu'il y ait une unité nationale autour de l'économie, autour des entrepreneurs, parce qu'on mesure à quel point on a besoin de l'économie pour faire tourner notre pays, pour faire société, comme on dit. Voilà, on a besoin de santé, mais on a besoin d'économie pour faire société. J'espère que tout le monde en prend conscience et en prend la mesure. Une belle conclusion aussi pour Samuel. Et donc, la conclusion, si vous le permettez, je vais la laisser Si vous permettez, juste une petite information, oui. Une touche positive encore plus. Le 14 avril, les boulangers de l'Hérault vont offrir des pains et des viennoiseries à tous les personnels de la santé, CHU, clinique. Voilà, un petit peu pour remonter le moral à tout le monde. Super. Merci à eux. Belle initiative. Je disais, André, un mot de conclusion pour finir. Oui, alors, dans les mots de conclusion, bien sûr, je rejoins Patrick, Sam et Greg. Tout d'abord, je voudrais, puisque l'occasion m'en est donnée, profiter de remercier la totalité des personnels de la Chambre de commerce de l'Hérault qui sont mobilisés à hauteur de 60. Donc, je me permets de rappeler le site avec covid19@hérault.cci.fr, parce que là, il y a beaucoup de renseignements, des questions qui peuvent être posées, et je vous assure que l'on vous répondra. Évidemment, moi, je veux dire aux chefs d'entreprise qu'on n'aura pas répondu à tout et que je comprends leurs inquiétudes, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui. On les comprend, on va essayer d'y répondre. Nous, au niveau, que ce soit les syndicats, que ce soit les consulaires, nous ne lâcherons rien. Et je remercie, comme l'a fait Sam, les services de la préfecture de se mobiliser autour de son préfet, Jacques Witowski, aussi le sous-préfet de l'Odève, le sous-préfet de Béziers. Tout le monde est mobilisé dans cette grande caravane qui est dramatique pour les territoires, mais elle est dramatique dans le monde. Il n'y a pas que nous qui sommes impactés. Donc, essayons de sortir de nos petites choses personnelles, essayer de grandir. Profitons de cette chose qui nous arrive sur la figure pour grandir et changer un petit peu notre façon de faire. Mais nous, au niveau du département de l'Hérault, nous ne changerons rien. Nous avons des réunions aussi avec le président régional, avec Christian Zo, pour trouver aussi des solutions, pas les solutions des uns et des autres. On a vu des solutions sur l'horticole parce qu'il y a les fleurs qui poussent partout, ça paraît fait, mais ça pousse, il faut les vendre, il faut arriver à trouver des circuits. On a travaillé avec Jérôme Despé sur l'agneau, sur la problématique aujourd'hui des chocolats de Pâques, puisque je rappelle que Pâques est dans 10 jours. Donc tout cela, il faut que l'on puisse répondre. Et dans les circuits de distribution, ça a répondu très très vite, parce qu'avec Jérôme Despé, on a mis, et avec Patrick Puel, des plateformes en ligne, notamment pour la fraise, l'asperge. Donc voilà, tout ceci, je pense que débouchera peut-être dans le temps sur un plan Marshall de l'économie et du tourisme, parce qu'on en aura bien besoin après pour trouver les solutions et les remèdes à toute cette problématique que nous vivons. Merci André, merci Grégory, merci Patrick, merci Samuel. Je voudrais bien sûr aussi remercier l'ensemble des équipes de la Tribune, Montpellier, Paris, Plug and Play aussi, qui nous a permis de réaliser, qui a fait la réalisation technique de ce live. Voilà, merci à tous. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble de ce live sur la tribune montpellier.fr et puis sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Bon courage à tous et prenez soin de vous. À bientôt. Merci Jacques. Merci, au revoir.